Il se fait le porte-parole d'une immense majorité silencieuse, indignée, outrée, scandalisée par l'impunité, par le laxisme, par les souffrances. C'est le capitaine Hervé Moreau qui est notre invité en cette fin de matinée sur Radion. Je rappelle que suite à la parution de son livre, dont je rappelle le titre, Vérité au pluriel, d'un capitaine de gendarmerie, avec ce sous-titre « Un officier d'active rompt le devoir de réserve », je rappelle que notre invité a été sanctionné puisqu'il a reçu un blâme de la ministre des Armées, comme le souligne désormais maintenant le bandeau qui entoure votre livre. C'est mon prix littéraire. On a parlé de la gendarmerie. Bon, vous dites aussi que tous les fonctionnaires devraient passer quelques années dans le privé. Ouais. Bon, c'est une réflexion. On avance un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, le corps préfectoral, les généraux, certains généraux de gendarmerie font carrière, ne pensent qu'à eux, immobilisme, etc., etc. Vous dites qu'il en va de même pour les gens du corps préfectoral, pardon, que vous considérez, d'ailleurs vous parlez d'eux comme des grands stressés qui ont peur de tout. Oui, c'est vrai. Alors, pas tous, heureusement. J'ai connu 2 sous-préfêtes avant celui que j'évoque dans l'ouvrage, qui sont des femmes absolument remarquables, d'un professionnalisme avéré, abouti. Et lorsque vous avez la chance de servir, puisque c'est mon autorité administrative, vous avez trois niveaux de subordination par un commandant de compagnie. Vous avez votre autorité, votre hiérarchie, bien sûr, gendarmerie. Vous avez l'autorité judiciaire, incarnée par le procureur de la République, qui dirige la police judiciaire. Et puis, vous avez l'autorité administrative en charge de l'ordre public sur l'arrondissement dans lequel vous servez, et qui est le sous-préfet ou la sous-préfète d'arrondissement. Donc j'en ai côtoyé des remarquables, et puis bien entendu j'ai eu affaire forcément à des orgueilleux, mais c'est vraiment une redondance absolue, quel que soit l'endroit, l'environnement professionnel dans lequel vous évoluez, vous tombez toujours sur ce type d'interlocuteurs, des gens imbus de leur petite personne, qui n'écoutent pas ou si peu, qui ont la certitude d'être toujours dans le vrai, c'est le propre de l'orgueil, et qui font beaucoup de mal. Donc oui, je raconte un peu les relations que j'ai pu avoir avec ce type d'individus, dont je me pose la question de l'utilité. Alors, lorsque vous avez affaire à une femme d'un professionnalisme avéré et abouti, comme je le disais, vous vous posez moins cette question. Mais lorsque vous tombez sur un orgueilleux dont vous vous demandez quelles sont ses missions et ses motivations, qu'est-ce qui fait qu'il touche 4 ou 5 000 euros par mois et plus, voilà, l'interrogation revient quand même très très vite. Et voilà, c'est un milieu que j'ai eu à côtoyer pas mal, et je raconte aussi dans l'ouvrage ce qu'il peut en être. Je révèle au lecteur l'autre côté du miroir. Oui. Alors, il y a 235 sous-préfectures en France. Vous écrivez « Les sous-préfectures ne servent quasiment plus à rien ». Et alors, un peu plus loin, vous écrivez « Attention, ça balance », j'ai envie de dire ça balance. Le sous-préfet, il dispose de ses appartements privés. Il bénéficie du soutien d'une gouvernante, d'un chauffeur. Beaucoup d'argent public dépensé en pure perte. Oui, mais la liste est tellement longue, mais il faudra bien l'abréger à un moment ou à un autre. Non, effectivement, c'est un fric fou claqué pour rien. Moi, j'ai eu le sentiment, à chaque fois que j'ai assisté à une commission de sécurité à la sous-préfecture, et j'en ai assisté à beaucoup, que le rôle d'une sous-préfecture est d'expliquer aux usagers comment réussir à se sortir de la complexité administrative, à croire qu'ils arrivent à complexifier les choses pour les professionnels, pour les particuliers, de telle manière à ce qu'ils justifient leur emploi par leur capacité à leur expliquer ce qu'ils doivent faire pour essayer de s'en sortir. Enfin, sous bien des aspects, et je suis un fonctionnaire depuis 30 années, je trouve que l'administration n'existe que pour servir ceux qui ont besoin d'elle. Voilà ce que c'est qu'une administration, quels que soient les ministères, quelles que soient les responsabilités du fonctionnaire. Il n'existe que pour ceux et celles qui sont censés servir. Qu'ils n'oublient jamais, effectivement, qu'ils arrivent à vivre, qu'il s'agisse d'un capitaine de gendarmerie, d'une magistrate, d'un sous-préfet, qu'ils n'arrivent à vivre, que leur salaire, leur pension, leur traitement ne leur sont versés que pour servir. Moi, c'est ça dont on parle. Et lorsque vous côtoyez certains, oui, effectivement, vous avez tendance qu'ils ont une propension à vérifier l'adage « je ne sers pas et je me sers ». Donc moi, ça m'a toujours heurté, ça m'a toujours profondément heurté. Et vous vous posez la question de la pertinence et de l'existence de certaines structures comme celle-ci qui sont totalement dépassées. L'empereur, il y a 2 siècles, les a créées, ces sous-préfectures. Elles ne devaient pas être distantes de plus d'une journée de cheval l'une de l'autre. Bon, aujourd'hui, effectivement, on peut gagner l'une et l'autre de manière beaucoup plus rapide, et pourtant, elles continuent d'exister. Et moi, je pense qu'on devrait purement simplement toutes les supprimer. Elles n'ont plus de sens aujourd'hui, elles coûtent un fric fou. Bon, mais là encore, il y a tant de dimensions dans lesquelles on devrait intervenir.
Cerise sur la gabegie, comme vous Cerise sur la l'écrivez à gabegie, un oui. moment dans votre livre. Mon capitaine, vous Oui. balancez les traitements de certaines personnes. Quel est votre solde? C'est une bonne question au niveau de la solde que j'ai reçue au Je mois me d'a- permets, puisque Oui, toutes les vérités permettez-vous. sont bonnes à Ouais. dire, même si elles fâchent. En écrivez-vous. toute Donc, transparence, en toute transparence, je pense qu'effectivement, alors l'argent a toujours été une dimension tabou dans notre pays. C'est très regrettable parce que, voilà, moi je suis là aussi, je le dis dans le livre, quand je côtoie des entrepreneurs qui réussissent, moi je suis très très heureux de leur réussite. Leur argent, ils ne l'ont pas volé, ils ont pris des risques, ils se sont donné beaucoup de mal, ils emploient, c'est eux qui créent la richesse dans notre pays. Moi, ils ont droit à toutes mes admirations, ils payent leurs impôts, leurs taxes, leurs cotisations. Bon, ces gens-là, je les admire parce que ce sont eux qui font la France, c'est pas la fonction publique. Et ces gens-là devraient avoir, voilà, à tous les égards, la fonction publique devrait, quelle que soit sa dimension, les servir, leur faciliter la vie. Et moi, j'ai l'impression qu'on leur met des boulets aux pieds, quoi. Alors, donc, quel quand est- ils roulent en alors, Porsche, vous n'avez- je suis très heureux pour eux. là, alors, Pour eux. Et donc, pour répondre à votre question, on va pas dire en quoi vous roulez, sinon. non, mais je Là, précise vous également, taquine, je c'est précise dans le livre. plaisanterie privée. Alors, quel est votre traitement, mon capitaine? Au mois d'avril, jours de la- j'ai gagné 3 746 € net de mémoire, après prélèvement à la source. 3 746 € net. Et je estime être très bien payé. Très, très bien payé. Alors après, oui, au sein de la fonction publique, on est, je crois, très bien payé. Alors, de manière plus ou moins variable en fonction de vos responsabilités, votre grade, votre situation, bien sûr, dans la hiérarchie et dans l'échelle. Mais bien payer un fonctionnaire permet d'éviter une chose, permet d'éviter la corruption. Ça, c'est absolument fondamental. Mais est-ce qu'il y en a en France? Non, il n'y en a pas en France, ou il y en a si peu, très très peu. Moi, je raconte cette anecdote après malheureusement les attentats du Bataclan, où on a monté beaucoup d'opérations de contrôle de zone, de vérification de contrôle aux sorties d'autoroute. À un moment donné, effectivement, je vois ce van arriver avec les vitres fumées, teintées. Je suis avec tous mes hommes, donc pistolet mitrailleur déployé. La situation était grave, et donc ça ne plaisantait pas du tout. Et donc je participe à cette opération, comme je l'ai toujours fait, étant le plus possible sur le terrain. J'ordonne au conducteur de baisser de sa vitre. Je vérifie ses papiers, il me précise qu'il transporte des clients asiatiques. Je vois la vitre, donc j'exige que la vitre du van se baisse. Je la vois descendre tout lentement et je vois des petits yeux ridés, une peau ridée, et je vois la main tendre le billet de 50 € tremblante. Et là, je me dis que certaines polices asiatiques n'ont pas les mêmes pratiques que la police française ou la gendarmerie française. Donc voilà, je lui ai expliqué que cela n'avait pas lieu d'être en France. Alors, la transition est assez bien trouvée. On va parler un petit peu de délinquance routière. Oui. Parce qu'on va parler criminalité et délinquance, alors on peut donner des chiffres. Mais parlons délinquance routière. D'abord, alors, étonnamment, vous n'êtes pas favorable à la limitation des 80 km/h. Vous semblez dire que c'est une sottise. Et vous êtes même favorable à 150 km/h sur les autoroutes françaises. Oui, vraiment. Parce qu'on le voit arriver dans nos campagnes, en zone rurale. Lorsqu'effectivement, M. Édouard Philippe, Premier ministre à l'époque, pose le 80 sur route, enfin, c'est une aberration. C'est une aberration. On ne peut pas se passer de nos véhicules dans les zones campagnardes, dans les zones rurales. Et les axes sont vraiment d'un très bon niveau de sécurité. À un moment donné, assez. 3000 morts sur les routes et autoroutes de France, quand il y a 20 millions de véhicules qui circulent quotidiennement, voilà, c'est un niveau en deçà duquel on ne pourra jamais descendre. Et à un moment donné, vous vous dites, vous voulez aseptiser la société, vous voulez tout réglementer, vous voulez faire le bonheur des gens contre eux-mêmes quelquefois, tout régenter, et c'est contre-productif. Et par ailleurs, nous avons tellement de zones de non-droit où s'exerce la violence la plus intolérable. Et ça, je ne le supporte plus. Et je pense que les Français également ne le supportent plus. Il faut rendre de la liberté aux Français. Quelque chose de très, très important. Si bien que moi, je suis extrêmement respectueux des 50 ans en agglomération. Là, c'est absolument fondamental et essentiel. J'aime rouler à 90 sur route. Sauf le jour, hein oui, effectivement. Je le raconte. Vous je le raconte dans l'ouvrage. Vous êtes contrôlé à 127 km/h au lieu de 90. Oui, exactement. Ça se passe comment, là? Et c'était une 2 fois 2 voies, d'une visibilité parfaite. Personne ne s'y trouvait. Il y avait une bagnole tous les kilomètres. Et effectivement, je me fais la réflexion, tiens, s'ils organisent un contrôle routier, ce serait étonnant. Et effectivement, ils ont organisé un. Donc, jumelle, je suis arrêté. Et vous êtes en civil, là? Je suis en civil dans mon cabriolet. Et puis, effectivement, l'adjudant de gendarmerie en charge du contrôle, voilà, il y avait 3-4 bagnoles avant moi. Le spot était bon. Et puis des visages. Et puis, je ne sais pas comment ça a pu se passer. Enfin, il voit également qui est mon assureur, et ça lui donnait quelques indications sur
sur mon état de militaire. Et effectivement, il fait preuve de mansuétude. Et il me connaissait, c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, vous êtes prêt au retrait de points, vous êtes prêt à payer l'amende parce qu'il est maître et souverain dans le contrôle qu'il exécute. Et puis voilà, très très sympathiquement et obligeamment, il m'a permis de reprendre le volant et de poursuivre, voilà, sans amende, sans retrait de points. Et je l'en remercie. Et je me suis tenu dans une dimension très prudente à l'issue, que j'ai vite oublié naturellement. Mais bravo à vous d'avoir l'honnêteté d'avoir raconté cette anecdote. Oui, parce que vous auriez pu... Oui. Non, je l'enlever. Oui, et je trouve que c'est très honnête de votre part. Oui, dans l'ouvrage, il y a tout. Il y a mes failles, il y a mes fautes, il y a mes souffrances, il y a mes erreurs, il y a aussi mes faits de gloire. Il y a tout. Moi, je crois qu'on est comptable de ce devoir de vérité au lecteur. Il ne s'agit pas de s'enorgueillir de quelque chose qui n'existe pas, il s'agit de s'enorgueillir de la vérité et de la réalité, en toute lucidité. Et moi, j'ai une très très grande qualité, je n'en ai pas beaucoup, mais j'ai au moins celle-là, je sais reconnaître mes torts. Et je crois que c'était vraiment une vertu très appréciable. Et je le dis. Et pour les 150 sur autoroute, moi je crois que effectivement, j'y suis revenu souvent, le réseau routier, enfin moi quand je suis à 130 sur une autoroute, j'ai l'impression de me traîner telle la limace de base ou l'escargot, enfin c'est insupportable. C'est insupportable. Alors donc, là, il faut que nous accélérions un petit peu parce que le temps passe très très vite, mon capitaine. Accélérons. On va marquer une dernière pause musicale. Je rappelle, c'est le capitaine Hervé Moreau qui nous accompagne pour Vérité d'un capitaine de gendarmerie avec ce sous-titre « Un officier d'active rompt le devoir de réserve ». Vous l'avez entendu, en tout cas, il aborde la langue de bois, l'hypocrisie, l'imposture et le politiquement correct. Nous revenons dans quelques minutes, toujours sur Radio à bord de Wagon Livre. Merci Yannick.